Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Sahara occidental. En fait, j'ai trouvé un document exceptionnel sur Internet. C'est le dossier de la Cour internationale de justice et c'est extrêmement intéressant parce que ça établit une relation incontestable entre le Sahara occidental et le Maroc. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'époque, mais il est clair dans ce dossier, qui fait à peu près 500 pages, euh, qu'il y a une relation évidente entre ce territoire du sud du Maroc et le sultan de l'époque, le Maroc. Donc je vais vous montrer quelques exemplaires des communications entre la France et l'Espagne. Et je vais vous en lire une particulièrement qui est très intéressante car elle montre comment la France et l'Espagne se sont mis d'accord pour découper le Maroc en deux, avec notamment des possessions espagnoles au nord et au sud, dans le territoire que beaucoup d'ennemis du Maroc appellent le Sahara occidental aujourd'hui. Donc c'est un document très intéressant parce qu'il montre aussi comment la France a essayé de défendre les intérêts du sultan de l'époque. Et vous allez voir que le Maroc y est mentionné comme un État souverain avec une figure politique qui est le sultan. Dans toutes les correspondances entre le Maroc et l'Espagne, c'est assez clair que le Maroc était dans une situation d'État indépendant à l'époque. Donc je vais vous montrer la première communication. Donc c'est page 132. Et c'est un texte très intéressant, je vais vous le lire. Espagne et France, déclaration signée à Paris le 3 octobre 1904. Le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa Majesté le roi d'Espagne s'étant mis d'accord pour fixer l'étendue des droits et la garantie des intérêts qui résultent pour la France de ses possessions sur la côte du Maroc, et le gouvernement de Sa Majesté le roi d'Espagne ayant en conséquence donné son adhésion à la déclaration franco-anglaise du 8 avril 1904 relative au Maroc et à l'Égypte, dont communication lui avait été faite par le gouvernement de la République française, déclare qu'il demeure fermement attaché à l'intégrité de l'empire marocain sous la souveraineté du sultan. Donc ça, c'est une phrase très intéressante parce qu'il est évident que à l'époque, il y avait la connaissance d'un empire marocain, l'empire chérifien, et que les deux parties se sont mises d'accord pour reconnaître cette souveraineté sur ce territoire. Donc c'est vraiment l'intégrité de l'empire marocain dont il est question ici. Et ça, c'est un traité qui a été signé en 1904, donc c'était avant que le Maroc devienne un protectorat français. C'est avant l'officialisation du protectorat français qui a été officialisé en 1912. En foi de quoi les sous-signés, son Excellence le ministre des Affaires étrangères et son Excellence l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le roi d'Espagne près le président de la République française, dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente déclaration qu'ils ont revêtue de leur cachet. Donc ils ont signé, il y a 2 copies qui ont été faites de cette déclaration. Donc ça, c'est le paragraphe 1, et ça, en fait, c'est un résumé du paragraphe 2. Donc le paragraphe 2 revient en détail sur l'accord. Espagne et France, accord secret, c'est un accord qui était secret, relatif au Maroc, signé à Paris le 3 octobre 1904. Le président de la République française et Sa Majesté le roi d'Espagne, voulant fixer l'étendue des droits et la garantie des intérêts qui résultent pour la France de ses possessions algériennes et pour l'Espagne de ses possessions sur la côte du Maroc, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leur plénipotentiaire, savoir le président de la République française, Théophile Classé, Théophile II Classé, et Sa Majesté le roi d'Espagne, Léon de Castille, lesquels, après s'être communiqué leur plein pouvoir, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants. Donc, écoutez bien les articles. L'Espagne adhère, au terme de la présente convention, à la déclaration franco-anglaise du 8 avril 1904 relative au Maroc et à l'Espagne, et à l'Égypte, pardon. La région située à l'ouest et au nord de la ligne ci-après déterminée constitue la sphère d'influence qui résulte pour l'Espagne de ses possessions sur la côte marocaine de la Méditerranée. Dans le cas où l'État politique du Maroc et le gouvernement chérifien ne pourraient plus substituer, ou si, par la faiblesse de ce gouvernement et par son impuissance persistante à amener la sécurité et l'ordre public ou pour toute autre cause à constater d'un commun en accord, le maintien du statu quo devenait impossible, l'Espagne pourrait exercer librement son action dans la région délimitée à l'article précédent et qui constitue dès à présent sa sphère d'influence.
Le gouvernement marocain ayant, par l'article 8 du traité du 26 avril 1860, concédé à l'Espagne un établissement à Santa Cruz de Mar Pequeña, IFNI, il est entendu que le territoire de cet établissement ne dépassera pas le cours de l'Oued Tazerwelt, depuis sa source jusqu'à son confluent avec l'Oued Messa, et le cours de l'Oued Messa depuis son confluent jusqu'à la mer, selon l'article numéro 2 annexé à la présente, selon la carte, numéro 2 annexée à la présente convention. J'ai pas pu trouver la carte, mais ce serait intéressant de voir la cartographie de l'époque. Je sais pas pourquoi c'était pas dans le dossier. Pour compléter la délimitation indiquée par l'article 1er de la Convention du 27 juin 1900, il est entendu que la démarcation entre la sphère d'influence française et espagnole partira de l'intersection du méridien 14 degré 20e ouest de Paris avec le 26e de latitude nord qu'elle suivra vers l'est jusqu'à sa rencontre avec le méridien 11 ouest de Paris. Donc j'ai regardé et en fait ce paragraphe c'est juste pour délimiter la zone d'influence espagnole qui est au Maroc avec l'Algérie française en fait. C'est ça le méridien, le 11e méridien ouest de Paris. Donc cet article délimite les frontières entre les possessions espagnoles et les possessions françaises en Algérie. Les articles 4 et 5 sont applicables en même temps que l'article 2 de la présente convention. Toutefois, le gouvernement de la République française admet que l'Espagne s'établisse à tout moment dans la partie définie par l'article 4 de la condition, à la condition de s'être préalablement étendue avec le sultan. De même, le gouvernement de la République française reconnaît dès maintenant au gouvernement espagnol pleine liberté d'action sur la région comprise entre le degré 26 et 27 40e de latitude nord et le méridien 11e à l'ouest de Paris, qui sont en dehors du territoire marocain. Donc en dehors du territoire marocain, c'est l'Algérie française. L'Espagne s'engage à n'aliéner ni à céder sous aucune forme, même à titre temporaire, toute ou partie des territoires désignés aux articles 2, 4 et 5 de la présente convention. Si dans l'application de l'article 2, 4 et 5 de la présente convention, une action militaire s'imposait à l'une des deux parties contractantes, elle en avertirait aussitôt l'autre partie. En aucun cas, il ne sera fait appel au concours d'une puissance étrangère. Ça, c'est en réponse à l'Allemagne. En fait, à l'époque, il y avait même l'Espagne était en discussion avec l'Empire austro-hongrois pour vendre le territoire du Sahara occidental aux Austro-hongrois. Mais à cause de cet accord avec la France, qui notamment met en place une reconnaissance de l'Empire marocain, et notamment à cause de cet article déclarant qu'il demeure fermement attaché à l'intégrité de l'Empire marocain. Donc les Espagnols n'ont pas pu se débarrasser du territoire du Sahara occidental. Mais vous trouverez ça sur Internet, il y avait des discussions entre l'Espagne et l'Empire austro-hongrois pour donner des territoires, pour vendre des territoires marocains à l'Empire austro-hongrois. Le gouvernement marocain ayant par l'article 8 du traité du 26 avril 1860 concédé à l'Espagne, donc ça j'ai lu. Donc ici vous avez aussi des articles où l'Espagne s'engage à n'aliéner ni à céder sous aucune forme, même à titre temporaire, toute ou partie des territoires désignés à l'article 2, 4 et 5 de la présente convention. Donc ça c'est, encore une fois, c'est pour éviter de vendre des parties de ce qui constitue l'empire chérifien à des puissances étrangères. Donc c'est vraiment, il y avait un souci de la France de préserver l'intégrité territoriale du Maroc. La ville de Tanger gardera le caractère spécial que lui donne la présence du corps diplomatique et ses institutions municipales et sanitaires. Tant que durera l'état politique actuel, les entreprises des travaux publics, chemins de fer, routes, canaux, partant d'un point du Maroc pour aboutir dans la région visée à l'article 2 et vice-versa, seront exécutées par des sociétés que pourront constituer des Français et des Espagnols. De même, il sera loisible aux Français et aux Espagnols du Maroc de s'associer pour l'exploitation des mines, carrières et généralement d'entreprises d'ordre économique. Les écoles et les établissements espagnols actuellement existants au Maroc seront respectés. La circulation de la monnaie espagnole ne sera ni empêchée ni entravée. Les Espagnols continueront de jouir au Maroc des droits que leur assurent les traités, conventions et usages en vigueur, y compris le droit de navigation et de pêche dans les eaux et ports marocains. Donc là, il est clair que on parle du Maroc, il n'y a pas d'autres
il n'y a pas d'autre État qui est mentionné dans cet article, c'est vraiment les territoires de l'État du Maroc qui sont concernés. Les Français joueront dans la région désignée de l'article 2, 4 et 5 de la présente convention des mêmes droits qui sont par l'article précédent. Donc ça délimite vraiment ce que peuvent faire les Français et les Espagnols dans leurs territoires respectifs, dans leurs zones d'influence respectives. Donc ça a été signé par Déclassé et donc Léon de Castille. Et il y a un autre document que je voulais vous montrer. Donc ce document est page 441. Et ça, c'est un document extrêmement intéressant. C'est une lettre du ministre de la France à Tanger au ministre des Affaires étrangères de France en date du 10 novembre 1898. Donc c'est intéressant, c'est très intéressant parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que le Maroc n'a jamais revendiqué les territoires du Sud, ce qui est totalement faux. Le Maroc s'est toujours battu pour récupérer ces territoires spoliés par l'Espagne. Donc il y a toujours eu des conflits et si vous lisez le dossier dans son entièreté, vous verrez qu'il y a beaucoup de correspondance entre la France et l'Espagne à cause des incursions de l'armée marocaine dans le sud du Sahara. Donc je vous donne cet exemple. La presse espagnole mène grand bruit autour de nouvelles récemment reçues du Rio del Oro. Donc Rio del Oro, c'est le Sahara occidental, et d'après lesquelles un nombre considérable de Marocains, 4 ou 5 000, s'approcheraient avec une attitude agressive de ladite factory. Donc en gros, ils disent que il y a des Marocains qui s'approchent des territoires occupés du Sahara occidental, occupés par l'Espagne. Le gouvernement de Madrid s'est empressé d'adopter certaines dispositions et a donné des instructions en vue de faire conduire aux Canaries par le croiseur Rapido 2 compagnies d'infanterie de marine qui devront se tenir prêtes à débarquer au premier signal sur le continent africain. Plutôt que d'ajouter trop de créance à cette prétendue hostilité des Marocains, on doit rechercher dans les télégrammes expédiés des Canaries un symptôme du courant actuel de l'opinion publique à Madrid, où l'on considère l'extension de l'influence espagnole au Maroc. Donc encore une fois, il est question du Rio del Oro, mais on parle bien à l'époque du Maroc. Donc il y a une reconnaissance claire et nette que ces territoires font partie du Maroc. L'influence espagnole au Maroc, voire même la mainmise sur quelques points du pays comme un palliatif nécessaire au revers de ces derniers temps. Donc, dans les années 1880, l'Espagne est mise à mal dans ses colonies, notamment en Amérique du Sud, et ils ont besoin de se refaire. Donc, les campagnes au Maroc étaient pour les dirigeants de l'époque une façon de vraiment se redorer le blason auprès de l'opinion publique. Donc c'est comme ça qu'ils ont commencé vraiment leur campagne d'agression à l'encontre de l'Empire marocain. La visite récemment faite par Monsieur de Ojeda Santa Cruz de Mar Pequeña est interrompue lors de son brusque départ pour Paris semble avoir été la première manifestation de cette politique active au Maroc. Donc là, il y a une reconnaissance, encore une fois, ça c'est une lettre du ministère de France à Tanger au ministre des Affaires étrangères de France en 1898. En gros, il dit à la France, il y a une politique très agressive des Espagnols vis-à-vis du Maroc. Qu'est-ce qu'on fait quelque légitime que puisse paraître, d'ailleurs, le désir de tout bon espagnol semble toutefois que l'Espagne commettrait une grave imprudence en suscitant actuellement en ce pays une difficulté, quelle qu'elle soit, susceptible de donner l'éveil aux autres puissances. Le statu quo marocain est respecté par un accord tacite des gouvernements européens dont les intérêts contraires ont jusqu'à ce jour maintenu un équilibre nécessaire. Mais la plus légère incartade d'une nation quelconque ayant ici des intérêts importants risquerait de soulever incontinent la question d'Occident, qui serait décisif pour l'avenir du Maroc, et l'Espagne aurait certes pas à gagner à l'état des choses qui en résulterait. Et l'Espagne n'aurait certes pas à gagner à l'état de choses qui en résulterait. Donc ça, c'est du vieux français, c'est assez compliqué à lire. Mais donc cet article, ce paragraphe, est très intéressant parce qu'il montre comment la colonisation ou l'invasion du Maroc par l'Espagne a commencé. Elle a commencé par vraiment une volonté du gouvernement de Madrid
d'entraîner l'Espagne dans une aventure coloniale. Et là, vous avez la réaction des Français qui disent en gros, c'est inquiétant parce que le territoire du Maroc est l'un des rares territoires en Afrique où il y a un statu quo. Il n'y avait pas de volonté de coloniser le Maroc à l'époque. Et moi, j'imagine que la raison pour laquelle la France s'est engagée au Maroc, c'était justement pour contrecarrer l'influence de l'Espagne. Et c'est vraiment la faute à l'Espagne, entre guillemets, si le Maroc a eu ce destin. Si les Espagnols ne s'étaient pas engagés dans des entreprises, cette entreprise coloniale au Maroc, il n'y aurait jamais eu, je pense, de statut particulier pour le Maroc. Je pense pas que la France serait rentrée au Maroc et qu'elle aurait créé ce protectorat si ce n'était pour contrecarrer les Espagnols. Donc c'est un paragraphe très intéressant. Je vais continuer à lire ce dossier car c'est vraiment très intéressant. Et si je trouve quelque chose d'autre, je ferai une autre vidéo pour vous montrer mes trouvailles. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.